Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de French Gaming. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et je tiens à remercier mes abonnés aussi au passage. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter une config à 1200 euros, un petit peu moins de 1200 euros et vous allez voir, elle est plutôt bien. Faire moins que ça, c'est vrai que c'est compliqué en AM5. Alors, ça sera possible sûrement dans les mois à venir parce qu'on voit que les prix sont en train de diminuer, de descendre tout doucement. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on pourra réussir à faire une petite config AM5 à moins de 1200 euros. Alors, on peut, on peut, euh, on peut en faire une à 1000 euros, mais voilà, ça va pas être destiné à, ça va pas être destiné à du 1440p avec beaucoup d'FPS et vous toucherez encore moins la 4K. Voilà. Donc là, je vous propose une petite config qui est capable quand même de faire tourner 90% des jeux en 1440p à plus de 60 FPS avec toutes les options graphiques au max. Voilà. Donc si vous optimisez le tout, vous arrivez à dépasser les 100 FPS facilement, voire les 200-300 FPS si vous diminuez les options graphiques, voilà, et puis après, ça va dépendre des jeux compétitifs ou pas, voilà, ça va dépendre, il y a des jeux qui sont moins gourmands que d'autres, mais sur Fortnite, par exemple, en optimisant un peu les options, vous pourrez taper facilement plus de 200 FPS en 1440p avec des options graphiques, on va dire, moyens, et certaines, comme les textures et tout, vous pourrez aller sur du élevé et vous aurez quand même une belle qualité graphique, voilà. Pour ce qui est de la 4K, ce sera forcément de la 4K optimisée, mais vous pourrez taper du 100 FPS en 4K optimisé. Voilà, en diminuant certaines options sur Mild, donc sur Medium, et en laissant comme d'habitude les textures sur élevé. Il faudra juste jouer un petit peu avec les ombres, tout ce qui est post-traitement, tout ça. Et si vous utilisez le FSR, vous allez dépasser les 100 images par seconde facilement sur au moins 70% des jeux. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On passe tout de suite, on perd pas de temps. Alors, attendez, tac, voilà. Alors, la config, elle est à 1200 euros, allez, 1240 euros, mais vous verrez que vous pouvez facilement être à moins de 1200 euros si forcément vous cherchez toujours un petit peu moins cher et que vous descendez peut-être en gamme sur certains composants. Mais moi, je vous propose euh, une gamme. Après, à vous de chercher le moins cher sur d'autres sites et je pense que vous allez toujours pouvoir gratter 10 ou 20 euros. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément moi là ce que je vous propose, mais on va dire que ça, au moins vous partez d'une base. Et je vais essayer de vous détailler ça tout au long de cette vidéo. Donc là, on commence directement avec la carte graphique. On part sur une 7800 XT, voilà, à 539 euros. Donc ça, c'est une carte graphique, je pense, qui va baisser de prix d'ici un mois. D'ici 2 mois, elle va encore baisser. Je pense que là, elle va pas arrêter de baisser cette carte graphique. Je pense qu'on va pas tarder à la retrouver à 500 euros dans très peu de temps. Et je pense qu'elle va encore descendre. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas pressé, attendez un petit peu encore. Attendez encore un mois. Et je pense que vous aurez cette carte graphique dans les 490 euros. C'est possible. Donc, la config, elle est. Donc voilà, moi j'ai mis une 7800 XT. Ça, c'est une carte graphique qui est capable de gérer la 1440p facilement sur quasiment tous les jeux. Euh, Certains jeux qui sont vraiment très gourmands, forcément, ça va. Si vous mettez vraiment toutes les options au max, bon, vous ne devriez pas descendre en dessous de 60 FPS, ça c'est sûr. Et là, on parle vraiment des jeux très très gourmands, avec des moteurs comme Unreal Engine 5, etc. Mais franchement, je pense que quasiment tous les jeux, vous tapez du 1440p, 100 FPS, en baissant des fois juste une petite option comme les ombres, vous mettez de élevé, vous descendez à moyen, voilà, ça suffit largement. Tout ce qui est post-traitement séparé, vous mettez en moyen, voilà, toutes les petites options comme ça qu'il n'y a pas forcément besoin dans un jeu. Ou alors très peu, vous les diminuez légèrement et tout ce qui est texture, vous laissez en ultra ou en élevé. Et franchement, vous verrez, vous taperez facilement plus de 100 FPS largement. Si vous avez un écran de 144 FPS, cette carte fera largement le boulot. Je pense qu'elle se situe au niveau d'une 6900 XT, si je dis pas de bêtises. Je pense pas
qu'elle s'approche d'une 6950 parce qu'une 6950 s'approche plutôt d'une 7900 XT. Donc, même si la 7900 XT est des fois quand même un petit peu plus en avance sur certains jeux, mais je pense que celle-ci, on pourrait la comparer à une 6900 XT. Et une 6900 XT, vous faites tourner facilement la 1440p et la 4K optimisée aussi facilement. Je dis bien 4K optimisée. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la carte graphique. Pour ce qui est de la carte mère, je vous propose celle-ci qui est à 92 €. Donc elle fait partie des moins chères. Il y a encore moins cher. Le problème, c'est que si vous allez si vous tapez dans moins cher que ça, souvent, le problème, c'est que vous allez vous retrouver avec une ligne PCI 3.0 pour le SSD. Donc en soi, c'est pas très grave parce que franchement, la différence entre du PCIe 3, 4 et 5 au niveau des SSD, donc au niveau des M2, en jeu, il n'y a aucune différence. Donc là, on parle bien que en jeu, on ne parle pas d'applicatif. En applicatif, oui, il y a une très grosse différence pour tout ce qui est transfert, copie de fichiers, etc., etc. Alors, en jeu pur, il n'y a vraiment aucune différence entre un PCI 3 jusqu'à 5. Voilà. Là où vous pourriez avoir une différence aussi, c'est lors de téléchargement des jeux. Faut savoir qu'il n'y a pas que le réseau qui compte lorsqu'on télécharge des jeux lourds, donc à plus de 60 Go par exemple. Souvent, le processeur travaille ainsi que le SSD. Donc ça joue aussi sur la vitesse de téléchargement. Donc ça, il y en a peut-être pas beaucoup qui le savent ou qui ne le savent pas, mais faites l'expérience quand vous téléchargez un jeu par exemple sur le launcher Epic Games, regardez comment se comporte votre processeur et votre SSD, et puis vous verrez que ça a une influence aussi sur la vitesse de téléchargement. Donc voilà, celle-ci, elle est déjà équipée d'un port PCI 4.0, donc ça c'est très bien. Elle est capable de gérer de la DDR5 6400, donc ça c'est important aussi parce que si vous cherchez encore moins cher, souvent vous pouvez pas aller au-delà de 5600, je crois, MHz. Donc là, vous pouvez aller taper du 6400. Donc du coup, ce qui fait que vous pouvez mettre de la RAM à 6000, ce qui est en général le mieux pour les Ryzen sur AM5 parce que ça permet de garder l'Infinity Fabric à 1.1. Donc ce qui est recommandé le plus, c'est 6000 MHz, tout comme sur M4, ce qui était le plus recommandé, c'était de la RAM 3600. Ça permettait vraiment d'avoir un équilibre au niveau du Infinity Fabric. Voilà, donc c'est la vitesse de lecture qu'il y a entre le processeur et la RAM. Et ça a une influence sur les processeurs Ryzen. Donc je vous conseille de partir sur cette carte mère, sur ce type de carte mère, qui puisse accepter 6400. Donc normalement, elle devrait pouvoir accepter les 6000. Après, ça dépend aussi du processeur, hein. C'est le processeur aussi qui choisit s'il accepte ou pas la RAM. Il n'y a pas que la carte mère. Il y a tout simplement au niveau des mémoires du processeur. C'est ça qui, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas, c'est à ce niveau-là que ça se situe pour pouvoir accepter les RAM. Voilà. Voilà, après, à ce prix-là, forcément, ce type de carte mère, vous n'aurez peut-être pas de la Wi-Fi, vous n'aurez peut-être pas du Bluetooth. Encore, ça reste à confirmer pour le Bluetooth. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à un truc de fou à ce prix-là. Donc, voici la carte mère en question. C'est une MSI. Voilà, c'est une MSI. Vous pouvez trouver des fois moins cher encore en ASRock. Et comme je vous ai dit, ce ne sera pas du PCI 4, ce sera du 3. La RAM, elle ne sera peut-être pas gérée au-delà de 6000 MHz, etc. Donc ça, il faut bien faire attention. Et après, forcément, là où ça va se jouer au niveau du tarif des cartes mères, c'est au niveau du refroidissement des VRM et des MOSFET de la carte mère. Donc tout ce qui est condensateur ici et VRM. En soi, tant que vous ne mettez pas un processeur comme un 7950X, ça ne devrait pas poser problème. Ça ne devrait pas non plus trop chauffer. Tant que vous restez sur un petit processeur, il ne devrait pas avoir trop de soucis. Mais vous ne pourrez peut-être pas atteindre des fréquences maximales. Voilà, ce sera peut-être légèrement limité quand même. La VRM forcément chauffera un petit peu plus, mais après ça va dépendre aussi de l'airflow que vous avez dans votre boîtier. Mais c'est toujours mieux d'avoir les VRM refroidis, que ce soit par un petit radiateur passif ou en water cooling bien sûr. Mais
ça devient de moins en moins utile parce qu'avant, il fallait obligatoirement refroidir les VRM dans le sens où elles chauffaient beaucoup parce que on overclockait beaucoup les processeurs. Du coup, ça avait un impact sur les fréquences, sur la stabilité des fréquences, etc. Maintenant, les processeurs sont déjà sur-overclockés et de toute façon, ils tiennent pas les overclocks et les fréquences d'origine dues à la limite thermique qu'il y a. Donc, ce qui fait que les processeurs actuels, les très gros processeurs, seront bridés bien plus vite par euh, leur chaleur dégagée que par la chaleur des VRM en soi. Mais bon, voilà. Après, j'ai déjà eu des cartes mères de ce type, donc chez ASRock, avec des VRM à l'air libre comme celle-ci. Elles sont en général beaucoup plus grosses chez ASRock. Donc, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais en tout cas, j'ai rarement vu des VRM chauffer sur les cartes mères ASRock. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus mettre un trop gros processeur. Il faut avoir un bon airflow dans le PC. Et voilà, ça fera le boulot. Ça faisait exactement le même boulot que quand je prenais des cartes mères super haut de gamme. Comme là, actuellement, j'ai une carte mère donc c'est une carte mère de chez MSI, une X570S EK Carbone. Donc c'est EK qui ont fait un partenariat avec MSI pour créer cette carte mère. Et du coup, il y a le Waterblock de chez EK qui est fourni avec et qui permet de refroidir le CPU, les VRM et les MOSFET de la carte mère. Forcément, ça dépasse pas 40 degrés en pleine charge, voire moins. J'ai jamais vu les VRM ou les MOSFET dépasser ces degrés-là, en tout cas. Mais je veux dire qu'elles seraient à 40 ou 60, il n'y aurait pas de différence. Les MOSFET et les VRM peuvent monter jusqu'à plus de 100 degrés sur une carte mère sans qu'il y ait de risque. C'est pas comme un processeur, en tout cas. Et ça serait encore stable. Alors oui, ça va se jouer sur la fréquence et la stabilité des mégahertz du processeur. Effectivement, ça peut avoir un impact sur ça, mais voilà, il faut y aller quand même en tout cas. Tant que ici, le chipset, ici, là, que vous voyez, la carte mère refroidie, c'est aussi ça qui est important sur une carte mère. Bon, là, c'est un petit radiateur de pas grand-chose en soi, mais après, ça va dépendre de comment vous utilisez aussi votre chipset, parce que si c'est juste pour jouer, franchement, le chipset, vous n'allez quasiment pas l'utiliser. Le chipset, il va être utilisé uniquement pour si vous branchez beaucoup d'USB, si vous branchez beaucoup de SSD en SATA, si vous branchez plusieurs M2, etc. C'est en général là que le chipset prend le relais, parce que le CPU ne peut pas gérer toutes les lignes. En général, c'est le chipset qui prend le relais et des fois, ça annule même les lignes de certains processeurs sur certaines cartes mères. Donc ça encore, c'est un autre sujet. Mais voilà, en soi, moi je pense que cette carte mère devrait faire le boulot. Après, personnellement, moi je partirais plutôt sur une ASRock, même moins chère, mais j'ai plus confiance en la qualité des VRM de chez ASRock, parce qu'elles sont plus grosses déjà, et j'ai jamais eu de soucis avec. Je les ai jamais vues chauffer. Mais du coup, vous serez peut-être limité, comme je vous ai dit, avec tout ce que je vous ai dit, ou alors il faut partir sur une ASRock un petit peu plus chère, vous en trouverez sûrement. Voilà. Ensuite, nous passons au processeur. Moi, je vous propose en AM5 de partir sur un 7600X. Alors, vous avez la possibilité de partir sur du 7500, vous avez la possibilité de partir aussi sur du 7600. Vous trouverez toujours moins cher en AM5, c'est sûr, mais partez au minimum sur un 7600X dans le sens où rapport qualité-prix, ça vaut beaucoup plus le coup que les processeurs que je vous ai dit juste avant. Et vous aurez une fréquence de base de 4,7 GHz, ce que les autres n'ont pas. Les autres descendent en général à 3,6, 3,7. Là, vous avez une fréquence de base de 4,7 GHz. Alors ça ne veut pas dire que le processeur sera toujours minimum à 4,7. Il sera bien entendu en dessous si il n'y a pas d'utilité, si vous êtes sur votre bureau, vous êtes sur YouTube, ce genre de choses, le processeur ne travaillera pas à 4,7. Mais du moment que vous allez aller sur un jeu, normalement, il devrait rester dans ces zones-là, à 4,5, 4,6, 4,7. Normalement, il ne devrait pas trop descendre. En plus, on est sur un 6 cœurs 12-13. Sur la plupart des jeux actuels, je pense que tous les cœurs seront utilisés.
ce qui fait que la fréquence restera quand même plutôt élevée. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a encore beaucoup de jeux qui ont une préférence sur la haute fréquence que sur le nombre de cœurs, mais ça encore, ça va dépendre. Parce que là, on est sur l'équivalent d'un 3800X 3D, donc de chez... sur un 5, c'est l'équivalent d'un 5800X 3D, donc de chez AM4. C'est vrai, il propose la même puissance qu'un 5800X 3D, voire plus des fois. Mais attention, ça reste un 6 cœurs. Un 5800X 3D est un 8 cœurs. Donc certes, dans quasiment tous les jeux, il équivaut ou des fois il le dépasse, celui-ci. C'est vrai, vous êtes quand même sur une génération plus récente, certes, mais il ne faut pas oublier que 8 cœurs fonctionne mieux sur des jeux, par exemple, comme Battlefield. Voilà, sur des jeux multijoueurs où il y a énormément de personnes sur la map, il y a beaucoup de choses à gérer, d'explosions en temps réel, etc., etc. En général, plus il y a de cœurs, mieux c'est. Voilà. Mais après, ça peut compenser le fait que la fréquence soit un petit peu plus haute. Mais ça va dépendre vraiment. Il n'y a peut-être pas beaucoup. Il y a peut-être 20% de jeux qui exploitent 8 cœurs. Donc il y a Cyberpunk qui exploite très bien les 8 cœurs. Il y a Battlefield 2042. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux qui exploitent 8 cœurs. Et même s'ils ne les exploitent pas à 100%, ils vont... c'est des jeux qui aiment utiliser un peu tous les cœurs quand on en a besoin. Voilà. Après, forcément, plus vous donnez de cœur, plus vous avez de cœur, plus le processeur va utiliser tous les cœurs, mais il ne va pas forcément bien les utiliser. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Il y a encore beaucoup de jeux qui utilisent que 4 cœurs, il faut savoir. Mais ça ne veut pas dire que si le jeu tourne bien en 4 cœurs en solo, c'est pas dit qu'il va tourner en 4 cœurs correctement en multijoueur avec plus de 128 personnes sur la map et avec des explosions qui pètent de partout. Voilà. Surtout qu'en général, ces jeux-là utilisent plutôt bien le multi-threading, donc c'est là que sera bien d'utiliser l'hyper-threading de ce processeur. Mais sinon, la plupart du temps, c'est mieux de le désactiver en tout cas. Voilà, pour gagner un petit peu en latence. Ensuite, on passe sur une petite alimentation de chez Be Quiet en 650 watts. Donc là, il me semble qu'on est en 80 plus bronze. Bon, franchement, ça devrait faire le boulot parce que le processeur plus la carte graphique réunie, on ne devrait pas excéder 400 watts. Voilà. Donc ça peut les tenir. Je pense que ça peut les tenir. Après, c'est mieux de partir sur du gold, du 80 plus gold. C'est encore mieux si vous partez sur du 750 watts au minimum, voilà, ou voire plus si vous souhaitez évoluer dans le temps. Mais dans ces cas-là, il faudra partir sur une carte mère un petit peu plus haut de gamme que je vous ai montré, pour que plus tard, quand vous changez de processeur, voilà, que les VRM soient un minimum refroidis et que ça puisse quand même tenir la fréquence de tous les processeurs que vous avez, de tous les cœurs du prochain processeur que vous allez mettre, parce que forcément, ça a un impact aussi sur le nombre de cœurs à gérer au niveau des fréquences. Voilà. Mais moi, je pense qu'elle fera largement le boulot, cette alimentation. Elle n'est pas très chère en plus, ça reste du Be Quiet. Après, Be Quiet, à voir d'où provient exactement l'alimentation. Est-ce que c'est du Seasonic ou pas? Ça, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a NZXT c'est du Seasonic. Après, toutes les autres marques, je ne sais pas trop. Voilà. On passe à la suite. Donc là, je vous propose de la RAM en DDR5 en 32 Go 2x16. C'est nickel. Vous êtes tranquille. 127 €. Voilà, il n'y a pas forcément du RGB ou quoi, mais ça, vous pouvez trouver. Vous pourrez en trouver, c'est pas un souci. Pareil, vous pouvez trouver moins cher, plus cher, de la DDR4. Mais peut-être qu'elle aura un petit peu plus de latence. Peut-être qu'elle aura un peu moins de mégahertz, etc. Voilà, si elle a du RGB, ça joue aussi. La marque aussi, ça joue. Trident Z, voilà, c'est G-Skill. On sait qu'ils ont fait leur réputation quand même un petit peu. C'est des RAM que moi j'utilise. C'est des RAM de cette marque que j'utilise. Et j'ai pas de souci, voilà. À ce niveau-là, de toute façon, la plupart du temps, les constructeurs, c'est soit Samsung, soit... ouais, je sais plus le nom. Bref, là, vous êtes en CL36 6000, c'est parfait. Voilà, c'est juste parfait. C'est ce qu'il vous faut.
Voilà, voilà. Ensuite, on passe au SSD M2. Donc là, voilà, moi je vous propose celui-ci. C'est un Samsung, un 980 Pro HS en 1 TO et avec une vitesse de lecture à 7000 et écriture à 5000. On est en PCI 4.0. Ça fera très bien le boulot. Et il y a un dissipateur qui est fourni avec. Voilà, donc vous allez pouvoir trouver moins cher, mais souvent c'est sans dissipateur et vous n'atteindrez peut-être pas forcément ces vitesses. Voilà, bon après ces vitesses-là, elles sont pas très utiles en jeu, hein, comme je vous ai expliqué. Mais voilà, là au moins vous avez un petit dissipateur, c'est mieux. Moi je vous conseille en PCI 4, dès que vous passez en PCI 4, de mettre un dissipateur. En PCI 3, franchement, la plupart tiennent sans dissipateur. Mais arrivé au PCI 4, ça commence à chauffer. Même au repos, ça chauffe. Donc sans dissipateur, ça va être compliqué, surtout avec des SSD de cette puissance. Et je vous laisse imaginer le PCI 5. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Avec ce budget, vous n'aurez pas forcément des cartes mères qui peuvent accueillir des M2 en PCI 5. Vous n'allez pas avoir forcément de ligne PCI 5 au niveau de la carte graphique, etc., etc. Mais forcément, c'est normal à ce tarif. Ensuite, je vous propose le même boîtier que je vous ai déjà proposé. Après, vous pouvez trouver mieux, moins cher, plus cher, ça c'est vous qui voyez, mais ce type de boîtier fait l'affaire. 3 ventilateurs à l'avant, un à l'arrière. En dessous, si vous avez la possibilité de rajouter quelques ventilateurs en dessous, si ça fait le boulot, mais celui-ci est fourni avec 4 ventilateurs. Ça, c'est le minimum pour une config de ce type, voilà, pour pouvoir garder vos composants au frais. Alors le top, c'est quand il y a des ventilateurs en dessous qui apportent de l'air à la carte graphique et que ça puisse être expulsé en hauteur et par derrière. Voilà, et qu'il y ait de l'air qui rentre aussi à l'avant. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a de mieux en airflow. Et en général, le haut, on va l'utiliser pour faire dégager la chaleur du processeur. On va lui coller un water cooling en AIO. Et au moins, toute la chaleur, on sait qu'elle dégage tout de suite par le haut. Et si vous mettez un ventiré, donc par air, vous faites en sorte que l'air soit tout de suite dégagé par l'arrière, là où on voit le petit ventilateur ici. Voilà, voilà. Un petit clavier souris, si vous voulez, un petit clavier souris avec le petit tapis. Et ça nous fait un total ici de 700 €. Donc franchement, si vous avez déjà le boîtier et tapis souris avec clavier, eh ben c'est pas plus mal parce que du coup ça vous fera 80 € en moins et avec ces 80 € là vous pouvez aller vous prendre un petit IO en 240, peut-être même en 360 pour votre processeur, pour refroidir le processeur et voilà, c'est parfait. Je l'ai pas inclus le IO, vous prenez celui que vous voulez. Voilà. Donc ça nous fait un total de 700 € plus la carte graphique qui est à 539 €, ça fait un total de 1240 €. Voilà. Et vous pouvez atteindre 1200 € en essayant d'aller grappiller les 40 €, en essayant d'aller trouver un SSD du même type un peu moins cher, en essayant d'aller chercher de la RAM peut-être un petit peu moins cher aux mêmes fréquences et de la même latence, vous allez sûrement trouver. C'est juste que moi, je me base beaucoup sur ce site internet. J'aime bien ce site internet, il est fiable. C'est un site allemand qui propose en général le meilleur rapport qualité-prix, mais il n'a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas tous les choix proposés. Il y a quasiment pas de cartes graphiques AMD qui sont proposées. C'est quasiment que du Nvidia. Voilà, donc il n'y a pas forcément beaucoup de choix sur ce site internet. Et pour ce qui est de la carte graphique, je crois pas avoir trouvé moins cher. Je suis pas sûr, allez vérifier, mais il me semble qu'on trouve pas la 7800 XT, on la trouve pas moins chère que ça. Donc là, vous êtes sur une XFX. Voilà, vous êtes sur la marque XFX et là, on est sur la Speedster Kick 319 parce que j'en ai trouvé une autre et c'était pas inscrit ça, Kick 319, donc cette version-là. Donc je pense que celle-ci est légèrement au-dessus, même si ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, avec cette carte graphique, vous êtes tranquille. 16 Go en 1440p, vous êtes tranquille. Et en 4K optimisé. Après, attention, attention, attention. Certains jeux pourront tourner en 4K élevé, avec un petit peu plus que 60 fps. Ça va dépendre des jeux, tout simplement.
Après, c'est pas une carte que je conseille pour la 4K pure. Vraiment, elle n'est pas conçue pour la 4K, cette carte. Clairement pas. C'est pas. Il y a peut-être des jeux qui vont fonctionner, il y en aura d'autres. Vous verrez, ça va être très compliqué. Même si elle est capable, ça va des fois être limité au niveau du bus, au niveau de plein de choses. Allez voir, ça va laguer. Donc, voilà, voilà. Donc c'est une config qui vous coûte 1200 euros. Et je pense que vous êtes tranquille pendant un beau moment. Avec ce type de config, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors attention, il ne faut pas oublier que là on est sur du full AMD. On est sur des cartes de dernière génération. Les pilotes ne sont pas totalement stables, hein. Ça faut le savoir. Chez AMD, c'est jamais stable au début. Il faut attendre quand même pas mal de temps. Des fois, il faut attendre même une fin de génération pour que ça soit stable les pilotes. Je me rappelle sur les séries 6000, il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Et encore maintenant, il y a encore des soucis. Mais ça va beaucoup mieux en tout cas. Voilà, donc après, libre à vous de partir sur une carte graphique Nvidia par exemple, mais ce sera tout de suite plus cher. Et même si vous trouvez une carte graphique à ce prix-là, ça sera quoi? Une 4060 Ti. Elle est quand même en dessous au niveau rasterisation, au niveau puissance brute, elle sera quand même largement en dessous de la 7800 XT, sauf bien sûr en DLSS 3, etc. Mais AMD propose aussi le FSR 3, certes qui n'est pas au niveau du DLSS, mais qui fait aussi le boulot. Et c'est quelque chose que vous pouvez, c'est une technologie que vous pouvez utiliser pour les jeux solo. En tout cas, je vous le déconseille en compétitif parce que ça rajoute de la latence. Et puis suivant comment c'est géré, suivant comment c'est géré par le jeu, des fois ça peut être moins bien aussi, ça dépend. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je devais lancer normalement une vidéo avec un autre sujet, mais elle est en préparation. Donc entre temps, je vous ai fait cette petite vidéo parce que juste avant, je vous ai proposé une petite config à moins de 1000 euros en AM4. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits retours de personnes qui m'ont dit que la config n'était pas évolutive. Donc là, pour 200 euros de plus, voilà, vous avez une configuration qui est un petit peu plus évolutive, on va dire. Mais il faudra quand même partir sur une carte mère, quitte à rajouter 20 euros en plus. Il faudra quand même partir sur une carte mère avec au minimum les VRM refroidis. Voilà. Et une alimentation de au minimum 750 watts, voire 850 watts. Pareil, il faudra rajouter 20 euros en plus. Voilà. Donc vous en tirez pour 1300 euros. Et là, vous avez quelque chose d'évolutif. Et au pire des cas, si jamais c'est une config que vous souhaitez revendre dans un an, vous ne devriez pas perdre trop d'argent. Normalement, vous devriez pouvoir la revendre à 900 euros, voire 1000 euros d'ici un an. Je dirais plutôt 900 euros. Mais vous l'aurez bien utilisé toute l'année aussi. Et vous devriez quand même pouvoir récupérer au moins 900 euros. Voilà, voilà les amis. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter. Ciao, ciao.